Ici, Moscou. Gros plan sur l'Afrique. Nous proposons à votre attention la 281e édition de notre rubrique hebdomadaire Gros plan sur l'Afrique. Notre observateur Igor Yazan vous invite aujourd'hui à écouter son sujet Boko Haram menace le Cameroun. À qui le tour? Et traditionnellement, un bref aperçu l'Afrique, les échos de la semaine. Retrouvez la rubrique Gros plan sur l'Afrique de Rossi et Ségonia sur le site web www.french.ruvr.ru et mailez à l'auteur à l'adresse liaison@ruvr.ru. Boko Haram, nigérien, se montre tout particulièrement actif parmi les groupes terroristes islamiques agissant en Afrique de l'Ouest, au Sahel, en Afrique du Nord et de l'Est. Le groupe s'est formé au milieu des années 2000 comme une secte religieuse. Ces militants s'appellent talibans nigériens en se solidarisant avec les talibans afghans qui luttent contre les États-Unis après les attentats du 11 septembre 2001. Boko Haram est un cauchemar pour les États du nord du Nigeria et préoccupe en permanence les autorités à Abuja. Boko Haram a grossi comme un cancer qui veut tuer le pays, a dit un jour le président nigérien Goodluck Jonathan. La secte est devenue ces dernières années un groupe militarisé puissant qui menace déjà les voisins du Nigeria. Le Cameroun est sa première victime. Boko Haram est-il un danger sérieux pour votre pays ? Le journaliste camerounais Gilder Nkamto, secrétaire général du Conseil panafricain du Mouvement démocratique panafricain pour la Renaissance, administrateur de l'Observation eurasienne pour la démocratie et les élections, Zone Afrique, répond à cette question de notre observateur Igor Yazan dans une interview recueillie par téléphone de Douala, capitale économique du pays. Chers auditeurs, soyez indulgents. La liaison téléphonique entre le Cameroun et la Russie est effectuée par la France et des milliers de kilomètres, d'où une mauvaise qualité de l'enregistrement. Oui, bonjour Igor, et merci déjà de m'accorder cette interview sur la radio La Voix de la Russie. Je profite de cette occasion, n'est-ce pas, pour saluer tous les auditeurs de la radio La Voix de la Russie, de par le monde. C'est une grande occasion que vous m'accordez de plancher pendant quelques moments sur la situation du Boko Haram au Cameroun. C'est une secte islamique d'origine nigériane qui a vu le jour depuis 2002, fondée par un certain Muhammad Youssouf, qui avait, n'est-ce pas, pour ambition d'étendre la force islamique, la Sunna, dans tout le Nigeria. Bon, depuis un certain temps, et notamment et précisément depuis 2014, on entend à travers toutes les voies de communication que Boko Haram est au Cameroun. C'est prématuré d'évoquer la situation de Boko Haram au Cameroun, mais Boko Haram a quand même eu à déployer ses efforts sur le territoire camerounais. Donc, Igor, Boko Haram a, depuis un certain temps, depuis probablement l'année 2013, pu commettre des forfaits sur le territoire camerounais, partie, n'est-ce pas, du Nigeria. Donc, aujourd'hui, on reconnaît les effets de ces actions. On a vu des enlèvements des otages, d'abord des otages français, vous vous souvenez. Déjà, la famille des 7 Français qui avaient été détenus pendant 2 mois et libérés le 19 avril 2013. Je parle ici de la famille Tanguy Moulin-Fournier. J'ai également suivi l'otage français, le père Georges Vandenbach, qui a été enlevé aussi à la mi-novembre 2013 et libéré 2 mois après. Ensuite, les otages français qui ont été enlevés du 16 au 17 mai 2014. Tous ces actes démontrent à suffisance que Boko Haram est en train d'agir sur le territoire camerounais. Mais la question qui revient le plus souvent, c'est celle de savoir, mais Boko Haram, qu'est-ce qu'elle fait au Cameroun, puisqu'elle n'est pas d'obédience camerounaise. Donc, on a d'un côté leurs actions menées sur le terrain, et de l'autre côté, on est en droite ligne de s'interroger qui se cache derrière Boko Haram au niveau du Cameroun. J'espère qu'à cette question, nous allons pouvoir, n'est-ce pas, trouver quelques réponses au fur et à mesure, n'est-ce pas, de notre analyse. Et voilà la question. Quel est, selon vous, le but final de ce secte en Nigeria et peut-être au nord du Cameroun? Oui, déjà à l'origine, Igor, Boko Haram se dit
a pour objectif la prédication et le djihad. Il ambitionnait, n'est-ce pas, d'appliquer la charia dans tout le Nigeria. Et on se souvient également que ça fait allégeance à Al-Qaïda, et on connaît Al-Qaïda avec toutes ses méthodes, la lutte armée, la guérilla, les attentats, les suicides, les massacres et les prises d'otages. Alors donc, ils avaient un but précis au niveau du Nigeria, c'était d'étendre, n'est-ce pas, le mouvement islamiste, de pratiquer la charia, et de faire en sorte que tout le Nigeria soit dominé par la loi islamique. Le parallélisme qu'on peut avoir avec le Cameroun a une certaine ligne qu'on peut, n'est-ce pas, dénoter, parce que si Boko Haram, déjà au niveau du Nigeria, voulait étendre la charia, on se posera la question au Cameroun, qu'est-ce qu'elle veut? Parce que le Cameroun, c'est un pays laïque, où musulmans et chrétiens vivent en paix, et ça depuis des années, même avant l'indépendance. Donc le Cameroun ne se retrouve pas, et c'est justement pourquoi les Camerounais, dans son ensemble, disent que Boko Haram n'est pas camerounais. C'est peut-être un mouvement qui est en train de vouloir se trouver un chemin sur le territoire camerounais. Et pour l'instant, il n'est pas encore camerounais. Les Camerounais ne se l'approprient pas, ils ne se reconnaissent même pas en ce Boko Haram. Vous comprenez, Igor? Donc les musulmans du Cameroun sont contre Boko Haram. Dans son ensemble, et pratiquement tous les Camerounais, pas exclusivement les musulmans du Cameroun, que ce soit les chrétiens ou les musulmans, on ne se retrouve pas d'abord. Moi, je suis Camerounais. Je ne me retrouve pas déjà en ce mouvement, et en tant que Camerounais au sud du Cameroun. Alors donc, déjà à ce niveau, tous les Camerounais dans son ensemble, même dans les régions où il se dit que Boko Haram c'est sévit, il n'y a aucun citoyen de ce citoyen camerounais de ce côté-là qui se reconnaît de Boko Haram. Donc Boko Haram reste encore pour les Camerounais une secte d'origine nigériane qui sévit au Nigeria et qui veut prendre le Cameroun comme base arrière, puisque combattu au niveau du Nigeria et aujourd'hui combattu par le Cameroun, puisque déjà depuis le 17 mai 2014, le chef de l'État camerounais avait pris la décision de lancer une guerre contre cette secte qui commettait déjà des dégâts au niveau du Cameroun. Donc, s'il faut que je revienne à une conclusion claire, c'est que Boko Haram n'est pas camerounais et les Camerounais ne se reconnaissent pas en ce mouvement, bien qu'on peut dénoter sur le territoire camerounais quelques actions qui ont été commises soi-disant par cette secte. Tout le monde sait que le Boko Haram a commis pas mal des actes terroristes au Nigeria. Il a tué je sais pas combien des hommes, c'est milliers et milliers. Il est toujours contre les chrétiens. En fait, Igor, je veux peut-être vous surprendre par mon analyse, déjà parce que lorsqu'on recentre le débat sur la problématique des chrétiens et musulmans, déjà on peut revenir à la question politique, parce qu'il s'est posé une situation politique au niveau du Nigeria, où en partie le Nord, c'était les ressortissants du Nord qui avaient le pouvoir politique, et que après la mort du président nigérian, je me souviens plus tellement son nom, il y a eu un chrétien qui est revenu au pouvoir. À partir de ce moment-là, les ressortissants du Grand Nord nigérian ont trouvé que c'était une attaque à leur souveraineté. Alors, Boko Haram, qui était déjà établi dans cette partie du nord du Nigeria, a saisi dans l'occasion pour sévir contre le gouvernement de John Goodluck Jonathan, qui est le président actuel du Nigeria. S'il y a une crise au niveau du Nigeria entre Nigérians musulmans et Nigérians chrétiens, c'est beaucoup plus politique. Ça pose, n'est-ce pas, des enjeux beaucoup plus politiques. Mais ce problème, on ne peut pas avoir un corollaire semblable au niveau du Cameroun, puisque au niveau du Cameroun, les chrétiens et les musulmans, ils sont ensemble et il n'y a pas de crise politique qui se dessine à l'horizon parlant, n'est-ce pas, des chrétiens et des musulmans. Monsieur Gilbert, le Niger, c'est une premier pays en Afrique économiquement. Il a de l'armée très très puissante, mais les pouvoirs de Nigeria ne peuvent pas arrêter cette activité dangereuse pour le Nigeria et pour le voisin de la Nigeria. Bonne question. Il faut l'avouer, le Nigeria, c'est une des armées les plus puissantes d'Afrique et c'est un pays très peuplé. Si je m'avise bien, 120 millions d'habitants. Voilà un pays qui, à cette date, n'arrive pas à conquérir un mouvement islamique dont on appelle Boko Haram. On est en droit de se poser la question, mais qui est derrière ce Boko Haram qu'une armée puissante ne peut pas combattre? Une armée aussi puissante que celle du Nigeria ne peut pas lancer une attaque ou éradiquer. Alors, on se pose bien la question de savoir, est-ce que Boko Haram est un gouvernement dans un État? Est-ce que ce Boko Haram, qui par moment on trouve avec des armes sophistiquées, des soutiens logistiques,
vraiment un mouvement local isolé et que une armée peut encercler et détruire à bon genre. Parce que vous, si vous vous souvenez aussi, Igor, c'est que très récemment, il y a eu des jeunes filles qui ont été enlevées et jusqu'à cette date, il n'a été connu nulle part que ces jeunes filles ont été libérées. Alors on se demande, sur un territoire contrôlé par une armée puissante, une armée nigérienne aussi puissante que l'on s'imagine, jusqu'à cette date, n'a plus déniché où se trouvent ces jeunes filles, n'a plus encerclé ce secte. Donc il y a plein de questions qui se dévoilent et puis on se dit, mais est-ce que c'est faisable que dans un pays dont la puissance militaire n'est plus à démontrer, est-ce que l'incapacité de ce pays à pouvoir neutraliser un mouvement islamique comme Boko Haram, est-ce que de nos jours la secte n'est pas parrainée? Moi personnellement je dirais la secte elle est vraiment parrainée parce que si à ce jour elle fait des mouvements, elle circule entre le Cameroun et le Nigeria, entre le Nigeria et certains pays, certaines régions du Niger ou du Tchad. Alors on est en droit de se poser la question, mais qui est derrière Boko Haram? Est-ce que c'est ce Boko Haram qu'on pourrait, à un petit détachement de corps, combattre? Est-ce que, dans la limite du possible, les États ne sont pas en train de faillir et que les armées de ces pays-là ne sont pas en train de faillir malgré leur désir de puissance? Monsieur Gilbert, où est les sources de financement de Boko Haram? Et comment ils procurent de l'argent pour acheter les armements, pour mobiliser le Jean-Jean? Il faut seulement revenir, Igor, n'est-ce pas, aux enlèvements des otages français, notamment les otages de la famille Tanguy Moulin-Fournier. Il faut revenir aussi au cas du père Georges Van der Beek. On se rend compte que des rançons de normes ont été versées. Je me souviens déjà en 2013, à la suite de l'enlèvement et de la libération de la famille Fournier, la presse camerounaise ne s'était pas cachée de dévoiler que des rançons de l'ordre de 5 à 7 millions de dollars avaient été déboursés par le gouvernement camerounais pour la libération de la famille Fournier. Et on se rabat également sur la libération du père Van den Bosch, plus encore les otages chinois. Donc, il est clair à ce jour que des sommes colossales comme celles rançonnées par le gouvernement du Cameroun peuvent servir de source de financement pour pouvoir s'approvisionner en armes et rentrer combattre les armées loyalistes, aussi bien du côté du Nigeria que du côté du Cameroun. Donc les enlèvements qui sont déjà monnaie courante, n'est-ce pas, avec cette section, n'est-ce pas, assortie de rançons, et ces rançons servent évidemment à se procurer des armements, des dernières technologies que parfois même nos gouvernements ne disposent pas. Monsieur Gilbert, pour peut-être terminer notre entretien, la dernière question. Est-ce que selon vous, pour anéantir ce secte qui est vraiment le défi, pas seulement pour la Nigeria et pour les pays voisins, est-ce que peut-être il faut mobiliser toute la communauté internationale et africaine, le premier lieu? Oui, souvenez-vous déjà qu'en marge du mini-sommet sur la sécurité dans la sous-région d'Afrique centrale, les chefs d'État du Nigeria, du Tchad, du Niger et du Bénin, ainsi que les représentants des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne et de l'Union européenne, s'étaient retrouvés au mois de mai 2014 au cours d'un sommet. Ils avaient consacré l'ordre du jour exclusivement sur la question du Boko Haram et la sécurité dans cette sous-région. Donc on entend déjà qu'à partir de cet instant-là, il y a eu une forte mobilisation de la communauté internationale autour de la question du Boko Haram dans la sous-région d'Afrique centrale et notamment dans la région des Grands Lacs. Alors si à ce jour, avec cette mobilisation, on se retrouve avec de nombreuses exactions, des attaques, l'attaque la plus récente, si vous vous souvenez, est celle de l'enlèvement de la femme du Premier ministre camerounais, le 27 juillet dernier, l'enlèvement de l'épouse avec l'Amido du Nord, c'est le sultan de la région de Kolofata. Donc, avec toutes ces relations-là, on se demande mais où est donc la communauté internationale? Qu'est-ce que la communauté internationale fait? L'enlèvement des 100 jeunes filles qui, à cette date, les familles victimes ne savent pas où se trouvent leurs enfants. Donc, on est en droit de se demander, mais que font ces pays qui se sont réunis à Paris? Que font ces pays même qui se sont réunis à Yaoundé dans le cadre, n'est-ce pas, du sommet sur la sécurité dans la zone du Golfe? Alors donc, on se pose de nombreuses questions et on se demande, mais qui est derrière Boko Haram?
Que fait Boko Haram, qui soutient Boko Haram? Pourquoi Boko Haram n'est pas neutralisé à cette date avec tous les renseignements des pays concernés, tous les renseignements que peuvent fournir les pays concernés? Comment jusqu'à cette date on est incapable de pouvoir éradiquer cette vermine qui met la vie des populations en péril, qui détruisent les économies? Parce que je peux vous le dire que depuis que ce phénomène a commencé dans le nord du Cameroun, il n'y a plus presque des échanges commerciaux entre le Cameroun et entre le nord du Cameroun et le Nigeria. Pourtant, c'était une zone par excellence des échanges commerciaux. Donc, la question reste encore posée sur la table. On se demande comment est-ce que des pays qui sont engagés à combattre Boko Haram, comment ces pays, jusqu'à cette date, sont incapables d'énigmer où ils se trouvent ces malfaiteurs, ces assassins qui se cachent derrière la religion musulmane pour commettre leur forfait. Jusqu'à présent, Igor, on attend de voir les actions des pays concernés, les actions de la communauté internationale. Qui sait, peut-être que le sommet de Washington également aurait eu à plancher là-dessus, mais le sujet reste problématique. Vous avez écouté l'interview du journaliste camerounais Gilder Nkamto, secrétaire général du Conseil panafricain du mouvement démocratique panafricain pour la Renaissance, recueilli par notre correspondant Igor Yazon. Chers auditeurs, nous vous invitons à suivre la rubrique hebdomadaire Gros Plan sur l'Afrique et à écouter l'Afrique, les échos de la semaine. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a annoncé mardi la nomination d'un coordinateur des Nations Unies pour gérer la crise née de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest et a appelé les gouvernements concernés à éviter de paniquer. Nous devons éviter la panique et la peur. Il est possible d'arrêter Ebola, a assuré M. Ban depuis le siège de l'ONU à New York. Celui-ci a nommé un docteur britannique, David Nabarro, comme coordinateur des Nations Unies pour Ebola. Il est chargé de superviser la réponse au niveau mondial à l'épidémie actuelle qui a déjà fait plus de 1000 morts. Avec des ressources, des connaissances, de la volonté et des actions rapides, les gens peuvent survivre à la maladie. Ebola a été contenu ailleurs et nous pouvons le faire ici aussi, a ajouté M. Ban. M. Nabarro dispose d'une solide expérience dans le domaine des maladies contagieuses puisque c'est déjà lui qui avait géré les réponses de l'ONU lors des épidémies de grippe aviaire et de SRAS en 2006 et en 2003. Le secrétaire général a cité le besoin de s'attaquer à différents problèmes comme le manque de docteurs, d'infirmières ou d'équipements, notamment d'évitement de protection ou des tentes d'isolation en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. La Russie, le Brésil et l'Afrique du Sud envisagent de négocier la mise au point commune d'armes et du matériel de guerre dans le cadre des BRICS d'ici la fin de l'année, a annoncé le directeur général de Rosoboronexport, Anatoly Isaikin. À présent, nous examinons ce dossier avec chaque pays pris à part sans abandonner une idée de mettre au point des projets communs avec la participation de plusieurs pays. Interrogé sur les projets de coopération en matière de défense dans le cadre des BRICS, le responsable a répondu. La tenue de négociations trilatérales sur la mise au point commune d'articles à vocation militaire entre la Russie, le Brésil et l'Afrique du Sud est prévue en 2014. Un salon international d'armement aura lieu en Afrique du Sud fin septembre. Il sera aussi l'occasion d'examiner la coopération dans le cadre des BRICS. Nous tablons sur un progrès en matière de réalisation de plusieurs projets. Le nouveau Premier ministre centrafricain, Mohamed Kamoun, nommé par la présidente Samba Panza pour relancer la transition, aura pour priorité la sécurité et la restauration de l'État, a-t-il déclaré lundi à Bangui. M. Kamoun travaillera autour de 4 axes majeurs, avec en premier lieu la sécurité et la restauration de l'autorité de l'État, a-t-il expliqué au cours d'une conférence de presse. Vous avez les questions d'assistance humanitaire, les défis humanitaires qu'il faut relever. Vous avez aussi la réconciliation nationale et la relance économique des activités dans l'administration et enfin la préparation des élections générales en 2015, a énuméré M. Kamoun. La présidente de la transition, Catherine Samba Panza, a nommé dimanche M. Kamoun
un musulman comme nouveau Premier ministre pour diriger la transition, une première depuis l'indépendance du pays. Le nouveau Premier ministre aura pour difficile mission de relancer la transition politique en panne et tenter d'obtenir l'application d'un très fragile accord de cessez-le-feu signé fin juillet à Brazzaville sous la pression internationale entre l'ex-Seleka et les milices anti-Balaka majoritairement chrétiennes.